comme remontant. Je vous fais confiance. Bon. Bonjour à tous et bienvenue dans le bistrot d'Andrew. Comme la dernière fois, j'ai invité 4 personnes pour me parler d'un film. Donc je suis en compagnie de Solène. Waldir. À nouveau, merci. Diego. Florian. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, dans la vie, je travaille en cinéma. Nice. J'étais sur les plateaux de tournage dans le département caméra, j'étais vidéo assist et data wrangler. Puis j'ai tranquillement mergé vers la scénarisation et puis les critiques de films. Donc ça va, le setup comme ça, ça te stresse pas trop? Non, pas du tout. Et toi, Waldir, tu me l'as dit dans une des autres émissions, mais... Voilà, je me fais vieux, donc je radote. Je suis... Ah non. Et donc je suis météorologue et présentateur météo chez Radio-Canada. Moi, je suis employé dans un cinéma et je suis artiste, mais je suis étudiant en arts visuels et j'ai ma production, voilà. Oh wow, ok, disons. Moi, je travaille dans le milieu du cinéma aussi, en post-production VFX. Voilà, donc plutôt du côté éditeur, monteur. Ok, ce coup-ci, on a des pros du cinéma, là, genre... moi, je dis victoire assurée, quoi. Et donc, du coup, on va commencer avec Solène. Donc, qu'est-ce que tu es venu nous présenter? Moi, je suis venue parler de Problème d'infiltration de Robert Morin. Ok, je ne connais pas du tout. Donc, du coup, c'est quoi l'histoire? C'est donc un chirurgien plasticien spécialisé dans la reconstruction des visages de grands brûlés, probablement dans un hôpital à Montréal, qui va faire face en fait à un de ses patients qui vit très très mal la lenteur des progrès de la reconstruction de son visage. On va voir que notre personnage va tranquillement tomber dans une espèce de... pas de psychose, mais il y a un gros rapport avec un problème d'infiltration de sa maison. Ok. Est-ce que vous avez vu ce film-là? Je l'ai rattrapé hier pour l'émission. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Finalement, j'ai pas tant aimé, ah ouais? Mais je trouve qu'il y a plein de choses très intéressantes dans le film. Je pense que techniquement, c'est un film irréprochable. C'est beau comme film, mais il y a plein de petits trucs qui m'ont énervé, mais je comprends pourquoi ça peut être un film vraiment fascinant. Surtout que ce film-là, il est sorti en 2017, donc pour ceux qui aiment Ari Aster, par exemple, en ce moment, c'est vraiment sorti avant Hereditary. C'est vrai qu'au niveau du scénario, je comprends que il y a quand même beaucoup de lenteur. Il faut vraiment être dedans, mais ce que j'ai vraiment trouvé impressionnant, surtout à l'époque, quand je l'ai vu en 2017, c'est que chaque scène est un plan longue séquence. Ouais, c'est des très Et ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que la caméra, c'est vraiment une fenêtre sur la vie du personnage, que au début, on est vraiment de son côté, et on le voit menacé, puis il devient finalement menaçant. Et la lumière change dans le cadre en continu, et ça crée un espèce de sentiment de malaise, et ça, j'ai vraiment trouvé ça réussi, en fait. Et du coup, tu parles d'un problème d'infiltration. Alors ça, c'est la symbolique, parce que c'est vrai que c'est un chirurgien, donc il y a tout qui lui réussit, il a une belle maison, il a une jolie femme, son fils étudie lui aussi en médecine, sa voiture est neuve, on se dit, waouh, le gars, il réussit. Bah ouais. Et puis, en fait, finalement, sa maison a littéralement un problème d'infiltration, mais c'est un peu en corrélation avec sa propre psychologie. Ok. Faut vraiment aimer le cinéma de Brian De Palma, par exemple, ou Jim Jarmusch. Moi, je compare vraiment en fait Robert Morin à Jim Jarmusch, parce que c'est vrai que je le connaissais vraiment pas, j'ai appris à le connaître, et c'était un cadreur 16 mm. Dans les années fin 70, il faisait des espèces de petits montages d'auto-fiction à quelque part, et ça a donné Yes Sir Madame, ça a donné des films vraiment intéressants. Celui qui meurt en douleur, des titres quand même assez accrocheurs, donc carrément. T'as à le découvrir, Robert Morin. On va en profiter pour passer à Diego. Tu es venu nous parler de quel film aujourd'hui? Je suis venu parler de Sweet East, donc en français, L'Est sucré. C'est un film qui est en ce moment à l'affiche, et c'est pas tant parce que c'est un de mes films préférés, pas du tout, encore une fois, je l'ai vu il y a peut-être une semaine, mais je suis venu en parler parce que je trouve que le film a pas l'air d'avoir tant trouvé son public en ce moment, et ça m'énerve un peu parce que je trouve qu'il est très bien fait. C'est donc une adolescente, peut-être fin d'adolescente, qui, lors d'un voyage scolaire, décide juste de s'enfuir et de visiter les États-Unis. Donc c'est une espèce de relecture, peut-être modernisation d'un road movie, mais qui est aussi presque une parodie d'un road movie. Donc, dans le fond, ça regarde un peu le genre avec comédie, puis ça fait non, mais attends, là, explorer tous les États-Unis à travers la vie d'une personne qui fait des choix un peu aléatoires pour se ramasser un peu partout. C'est ridicule comme prémisse, donc on va mettre l'accent sur à quel point c'est ridicule. Est-ce que vous l'avez vu? Oui. Je l'ai vu à la sortie, il est sorti il y a quand même pas 2 semaines. La bande-annonce, ça a été comme Saltburn, ça se paraît, je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Trailer gothique, moi quand je suis sortie de là, tu vois, la direction photo, j'étais comme,
on dirait fin 90. Tu sais, on a l'impression d'être filmé en mini DV, caméra épaule. C'est comme mais après mûre réflexion à la fin, je me suis dit c'est quand même profondément positif, à l'inverse de le film que je présente aujourd'hui. Et mais au début, tu sais, on commence, il y a des séquences comédie musicale. J'étais merde, ça va être long. Et en fait, non, on se prend dans l'histoire, même si le début est un peu confus. Il va dans une direction et finalement, il change complètement de direction et tu fais, OK, non, c'est pas là que je pensais que ça irait. Et j'avoue que moi aussi, au début, quand elle se met à chanter dans le miroir, j'étais comme, dans quoi je m'embarque? Non, c'est ça va être long. Excusez-moi. J'ai le il est de retour. J'ai le droit à une intervention par émission. J'ai vu The Sweet East au cinéma du Parc et j'ai trouvé ça vraiment pas mal parce qu'il y a un petit côté, en vrai, genre Alice au pays des merveilles dans la dépravation des États-Unis. Il y a un côté un petit peu l'Amérique a été baisée à la fois par la religion, par le star system, par le racisme, par le complotisme et tout. Qu'est-ce qui se passe si à un moment une gamine de 17 ans se retrouve perdue dans cette Amérique qui est fucked up comme Alice au pays des merveilles était perdue face à tous ces personnages un peu étranges. Ouais. Et je trouve que par ce parallèle-là, c'est super. Et la scène de comédie musicale d'introduction est une des plus belles scènes de l'année déjà, même si j'ai d'autres problèmes avec le film, je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, c'était ma petite intervention, bisous. De quoi Alice d'ici là? Ben moi j'aime la chanson, mais je trouve vraiment pas qu'elle instaure le ton. Mais en même temps, c'est un des trucs que j'aime du film. Je trouve qu'il y a un jeu quand même très ludique de je m'en vais vers là et là non, pas du tout. T'as l'impression que beaucoup des éléments qui sont introduits éventuellement servent à rien et donc ça peut donner une impression d'inutilité ou de futilité. Mais je trouve que dans le parcours de justement sa vie et ça mène à des endroits nouveaux, qui est quelque chose aussi qui est très présent dans le on the road movie, de gens qui croisent des gens qui en fin de compte ont à peu près un petit impact sur leur vie, mais par les interactions et moins par ça va pas devenir nécessairement leurs meilleurs amis pour la vie, mais ça a un impact sur leur vie. Il faut vraiment le prendre comme un conte, c'est très féerique. Même c'est vrai que c'est très très sombre. On y voit une Amérique vraiment crade. J'ai trop hâte de le voir. C'est dégueulasse la représentation de l'Amérique, mais c'est drôle. La scène de la couverture, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On ne spoilera pas trop, mais ça reste quand même profondément léger. En tout cas, c'est positif. Et si nous passions à Florian, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler d'un film un peu peut-être connu, mais Nightcrawler. Ouais, qui était quand même assez connu. Qui a eu son petit succès. Avec Jake Gyllenhaal. Et du coup, ça parle en fait du coup de Jake Gyllenhaal qui joue Lou Bloom, qui en fait est en recherche d'emploi, on va dire ça. Et qui découvre plus ou moins par hasard le milieu du journalisme, on va dire de news nocturne à Los Angeles, et qui du coup va se frayer un chemin dans ce milieu-là jusqu'à, on va dire, atteindre le sommet. J'avais vu au cinéma sa sortie et j'avais vu dans des conditions où j'étais très fatigué, j'avais dormi 2 heures d'avant. Ah ouais, ok. Et le film m'a saisi au col, m'a dit toi tu t'endormiras pas parce que je vais te mettre des claques dans le museau à longueur de temps. Et en fait, ce qui m'a vraiment interloqué, c'est qu'on suit quelqu'un dont on peut avoir aucune empathie pour lui. Dès le départ, c'est quelqu'un qui est présenté de la manière la plus crasse qui soit. Il est voleur, manipulateur, menteur. Et pourtant, il y a une certaine chose hypnotisante à le voir avancer dans ce milieu-là, à le suivre. Jusqu'où va-t-il aller pour accomplir pour aller vers le succès, en fait? C'est un film que vous avez vu? Ouais, moi je l'ai vu probablement à sa sortie là. Mais c'est du cinéma de voyeurisme. Moi c'est devenu ma spécialité. Bah ouais. Les références, c'est Brian De Palma que tu disais tout à l'heure. Ouais, voilà, donc il y a ce côté voyeur. Kim Tom, exactement. Tous ces films-là. Dans mes souvenirs, il est journaliste ou il est caméraman ou. C'est lui qui filme les images des news, c'est-à-dire qu'il va au plus près des accidents. C'est-à-dire vraiment les news nocturnes à Los Angeles. C'est la directrice de programmation qui est jouée par René Rousseau qui dit la ligne éditoriale de notre journal, c'est faut penser à une femme nue qui court de nuit, la gorge tranchée dans une ruelle sombre. Ouais. Nice. À la maniaque. C'est ça la ligne éditoriale, et lui il faut qu'il aille au plus près de ce genre d'image. Mais oui, mais d'ailleurs je crois que ça m'a donné envie de regarder après le documentaire de Night Stalker aussi. De Night Stalker. De Ramirez qui est sorti sur le tueur en série. Ouais, voilà, exactement. Qui allait spoiler, regarder les gens à la fenêtre, etc. C'est le même style du coup, ouais. C'est un documentaire. C'est un documentaire, donc lui il a vraiment existé, par exemple. C'est un tueur en série, qui a semé le trouble à Los Angeles dans les années 70. Est-ce que c'était années 70. En fait, il faisait peur à tout le monde parce qu'il avait, il semblait rentrer partout, il avait vraiment plus ou moins aucun pattern, et il y a eu je crois qu'il a vraiment connu pour un certain nombre de faits assez atroces. J'ai vraiment fait un parallèle avec ces deux histoires, et honnêtement, je vous invite à regarder le documentaire sur Ramirez qui est sur Netflix. C'est très ça m'intéresse. Très bon. Beaucoup les docus. C'est fou,
fou quand même parce que le film est quand même très critique de cette idée-là, justement, d'aller chercher ces images-là, tu sais, de l'espèce de... Puis je trouve qu'il y a un parallèle à faire aussi avec toute la culture des réseaux sociaux, de tellement vouloir tout montrer, puis pour devenir célèbre ou pour devenir... c'est être proche de l'illégalité pour se pousser dans cette espèce de champ. Et je trouve ça drôle de le comparer avec un documentaire où, ben là, c'est toi, en tant que spectateur, qui veut voir cette réalité-là et qui entretient un peu cette dynamique-là de je veux voir l'image la plus atroce possible et je veux le voir. Et puis il y a un côté réaliste, il y a un côté sensationnel en fait. Et puis c'est là qu'on se demande si finalement le caméraman derrière ou la caméra-woman derrière va pas finir être corrélé par ses recherches. Ouais. C'est vraiment un film qui à la fois fascine pour moi en tout cas et qui dérange absolument. C'est-à-dire que c'est ça qui chope en fait, qui se prend. Voilà, là si t'es en train de regarder quelqu'un comme ça, t'as été fasciné jusque-là, maintenant qu'est-ce que t'en penses? On va peut-être partir sur une note peut-être plus légère. On va plus aller sur de la comédie et science-fiction. Allez, on part. Donc de Cédric Clapiche, qui s'appelle Peut-être, c'est avec Romain Duris et Jean-Paul Belmondo. Puis en plus, à l'époque, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, ça faisait vraiment plaisir de le retrouver. Ça se passe le 31 décembre 1999, juste avant l'an 2000, où on avait justement cette grande peur du bug de l'an 2000. Ça part vraiment sur quelque chose de très cliché. Une bande de potes qui organise une soirée dans un appartement, dans un gros appartement d'un ami qui est plutôt riche. Romain Duris, c'est avec sa petite amie, et sa petite amie avait prévu que, il ferait un bébé ce soir-là, à minuit pile. Okay. C'est à ce moment-là où, ça doit être fait. Oh, il fait l'artifice. Sauf que, lui, change d'avis à la dernière seconde. C'est à ce moment-là que le film va prendre une tournure, mais complètement folle. C'est qu'il va se mettre à explorer un peu l'appartement. Il y a le party qui a toujours lieu. Ouais. Et va passer dans l'appartement au-dessus, et puis continuer à grimper. Il voit du sable et il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et à un moment, en fait, il se retrouve tout simplement dans un Paris futuriste, enseveli sous le sable, comme s'il y avait, on n'a pas d'explication là-dessus, il y a une tempête de sable, mais qui fait que, en fait, le niveau du sol est au niveau des toits maintenant. Donc, au niveau décor et costumes, c'est juste génial. Et puis, la SF française, mon Dieu que c'est rare, donc ça fait plaisir. Mais c'est quelle année, ça 99. Ah oui, pardon. Ouais. Okay. On découvre un Paris qui est un peu post-apo. Il y a un petit côté Mad Max, mais sans le côté violent, on va dire, voilà. Mais on découvre en fait les toits parisiens où tout s'est développé à partir de là. C'est là où les gens habitent. Et ils peuvent rentrer justement dans des immeubles par les toits parisiens. Tout en bas, en fait, c'est une autre société qui c'est beaucoup plus glauque puisque le sable, ensevelit la ville, mais sur des trentaines de mètres. Donc ça va être incroyable. Et ce qui est génial, en fait, c'est qu'il rencontre Jean-Paul Belmondo. Et Jean-Paul Belmondo est son fils à lui. Ok. Et sauf que comme lui avait décidé de ne pas faire d'avoir d'enfant, le but de Jean-Paul, c'est de persuader son papa de le créer, tout simplement. Sinon, ça fait comme il disparaît. Okay. Et tout est original dans ce film, c'est à mourir de rire par moments, mais la créativité derrière est hallucinante. Même sur le plan musical, ils sont allés chercher quand même des choses très atypiques. Et ça, c'est l'atmosphère que ça dégage. On est constamment surpris. J'ai pas vu ce film non plus, mais par certains aspects, ça me rappelle Dans la brume. Oui, tout à fait. Exactement. Et du coup, je vois à peu près le genre. C'est exactement ça. Avec Duris, exactement, avec Duris encore. Et c'est un réalisateur québécois d'ailleurs qui a fait ce film-là et ça résonne énormément avec ce scénario. Déjà, la science-fiction, cinéma français, c'est assez rare. Je crois que celui que j'avais trouvé qui flirtait un peu avec, c'était L'heure de la sortie. Ah, c'était super avec Adèle Castillon et tout. Les gamins, ils te mettaient mal à l'aise là. Les enfants, tu sais, ils sont bizarres là. Effectivement. Puis il y a quand même, en tout cas, c'est cool d'entendre parler un peu de films de science-fiction, de cinéma de genre finalement. Exactement. Voilà. Parce que souvent, les gens, quand ils parlent de science-fiction française, ils vont avoir tendance à dire le gendarme et les extraterrestres, oui. Pas quoi. Là. Mais ça en fait partie. Le 5e élément dans une autre mesure, mais en général, on s'arrête à ça. Oui, Valérian. C'était la soupe aux choux aussi. La soupe aux choux. Merci d'être venu. C'était super cool. Je m'engage à regarder tous les films dont vous avez parlé aujourd'hui parce qu'ils ont l'air extraordinaires. Puis sur ce, on repasse le micro à Victor. Piou.